Nous avons l'honneur d'assister à une conférence du commodore de l'air Leonard Burchell, qui a pour sujet le leadership. Le commodore de l'air Burchell a obtenu son diplôme du RMC en 1937 et il a reçu sa commission d'officier au sein de l'Aviation royale du Canada. Il a été commandant d'aviation et commandant adjoint de l'escadron numéro 413 de l'ARC. Il pilotait un des avions Leader envoyés à Ceylan au début de 1942. Ainsi, à la fin d'une journée de patrouille au sud-est de Ceylan, en vue de repérer des sous-marins et des navires, il aperçoit la flotte de la marine japonaise avançant à toute vapeur en direction de Ceylan. Cette flotte se préparait en effet à lancer une attaque aérienne surprise sur Colombo, Ceylan, du genre de celle qu'elle avait lancée sur Pearl Harbor. Ils s'empressent d'envoyer un signal indiquant l'emplacement, la vitesse, l'itinéraire et la composition de la flotte. Son appareil est descendu par un transporteur naval japonais, mais grâce à son signal, on peut se préparer à contrer l'attaque imminente. La flotte britannique parvient donc à éviter la destruction et l'île à se défendre, infligeant de lourdes pertes aux avions de la marine japonaise. Ce geste a mérité au commodore de l'air Burchell la croix du service distingué dans l'aviation ainsi que le titre de sauveur de Ceylan. Fait prisonnier par la marine japonaise, il est emmené au Japon avec le reste de son équipage et enfermé dans un camp pour prisonniers de guerre. Sa conduite pendant sa détention lui a valu, lors de sa libération, l'attribution de l'ordre de l'Empire britannique pour acte de bravoure. C'est de sa période de détention comme prisonnier de guerre qu'il va nous parler aujourd'hui. Le commodore de l'air Burchell nous prouve qu'il est essentiel de respecter l'éthique, même dans les situations les plus dangereuses et complexes. Aujourd'hui, M. Burchell nous fait partager des épisodes de la vie passionnante qu'il a menée. Les gestes qu'il a posés en tant que prisonnier de guerre, de même que la conduite qu'il a adoptée tout au long de sa vie, constituent des exemples extraordinaires de respect de l'éthique. Il s'est dévoué à la fois pour la communauté militaire et pour la communauté civile. En effet, la communauté militaire a pu bénéficier de ses services en tant que membre de la force régulière, puis de la réserve. En fait, le 21 avril 1996, le commodore de l'air avait accumulé 62 années de service au sein des Forces armées canadiennes. Il est le premier membre des Forces canadiennes à recevoir une 5e barrette pour sa décès. Il donne encore des exposés dans les écoles des Forces canadiennes, il présente des conférences et agit comme officier de revue à des défilés. Il a également contribué activement au bien-être de la communauté civile et ses réalisations lui ont valu l'attribution de l'Ordre de l'Ontario. Alors qu'il s'acquittait de ses fonctions d'observateur canadien pendant les élections générales qui avaient lieu au Sri Lanka, le commodore de l'air Burchell s'est rendu compte des conditions épouvantables qui régnaient dans les hôpitaux de l'île en raison de la pauvreté des installations et de la grave pénurie de fournitures et d'équipements médicaux. À son retour au Canada, il a entrepris des démarches en vue de remplir un immense conteneur maritime de plus de 8 tonnes de fournitures médicales et de le faire parvenir au Sri Lanka, le tout à ses propres frais. De plus, en 1992, il a constaté que les installations du camp d'été des guides laissaient grandement à désirer. Il a donc vu à ce qu'un nouveau bâtiment soit conçu et construit à ses frais. Outre ces gestes louables, le commodore de l'air Burchell fait du bénévolat et contribue à des collectes de fonds au profit de nombreux organismes de charité. Son histoire mérite d'être racontée et les Canadiens ne peuvent qu'éprouver de la fierté envers un concitoyen de sa valeur. Général, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, même au fond de la salle. La dernière fois que j'ai posé la question, il y a quelqu'un à l'arrière de la salle qui a dit non et tous les gens à l'avant de la salle se sont levés, se sont déplacés vers l'arrière. Je m'excuse, j'ai un texte écrit parce que à mon âge, et en juillet dernier, j'ai eu 82 ans, il y a 3 pertes que l'on doit subir, des pertes au niveau physique. Tout d'abord, vous voyez beaucoup moins bien, donc vous remarquerez que j'ai des lunettes très épaisses. Deuxièmement, votre ouïe baisse, et là, je dois dire que j'ai besoin d'un appareil auditif. Et troisièmement, je ne me rappelle même plus ce que c'est, le troisième problème.
Donc, je dois me conformer de très près à mon texte, sinon je vais digresser. En fait, je crois qu'il y a une quatrième perte de nos capacités physiques que nous, les vieux, nous subissons, mais on essaie de ne pas y penser et nous n'en discutons pas. Parce que quand on y pense, eh bien, on a tendance à s'asseoir dans un petit coin et de pleurer. Vous allez remarquer que je prends souvent des petites gorgées d'eau. C'est dû au fait que pendant mon introduction à la culture japonaise, qui a été administrée par des bâtons de taille diverses, très souvent, je faisais des faux mouvements. Et donc, j'ai eu des blessures à la gorge. Donc, j'ai dû avoir des opérations extrêmement importantes à la gorge, ce qui fait que j'ai la bouche et la gorge sèches en permanence. Le 21 avril 1996, j'ai obtenu j'ai complété 62 années de service au sein des forces canadiennes. Donc, vous pouvez constater que j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans les forces militaires. Napoléon a dit, il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais officiers. Donc, est-ce que j'ai été un bon ou un mauvais officier? Il n'y a pas vraiment de critères ou de normes que l'on puisse utiliser pour en arriver à cette conclusion. Il y en a qui pensent que pour quantifier le succès que vous avez obtenu, c'est votre rang qui l'indique, mais je ne pense pas. Les plus grands hommes que j'ai rencontrés n'étaient pas ceux qui étaient le plus élevés dans la hiérarchie. Je pense qu'un bon outil de mesure de succès, c'est le leadership. Et j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui ont cette qualité. Je pense que c'est nécessaire pour réussir dans la vie. En tant que membre des forces armées, peu importe le rang, les possibilités d'évolution, de développement sont immenses. Mais on sait que on ne peut pas forcer les choses. Donc, vous avez toutes ces possibilités qui s'offrent à vous, mais le succès que vous connaîtrez dépendra entièrement des efforts que vous ferez. Rien n'est gratuit, tout se paye dans la vie et le prix à payer, eh bien, c'est un travail acharné, le sacrifice de soi, le don de soi et l'effort. Donc, ma définition de leadership, et on sait que c'est la capacité de dire à quelqu'un d'aller au diable et qu'il ait hâte de le rencontrer. Je ne sais pas si vous avez déjà dirigé des troupes en période de combat. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais vous vous rendrez compte qu'à ce moment-là, les signes extérieurs de votre rang importent peu. Ce qui importe et ce qui démontrera votre leadership, c'est la confiance que vos hommes auront en vous. Une telle confiance qu'ils sont prêts à mettre leur vie entre vos mains. Donc, si vous avez la vie d'autrui entre les mains, vous devez avoir les compétences nécessaires pour mener votre tâche à bien. Essayons de voir ce à quoi les gens s'attendent d'un leader. Il y a ce qu'on appelle le caractère. Et je crois que là, ce qui est le plus important, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est un mot que l'on a tendance à penser qu'il est un mot qu'on ne doit pas utiliser trop souvent, qu'on ne doit pas mentionner à table pendant des rencontres avec des amis. Mais l'intégrité, c'est ce sur quoi on doit se fonder lorsqu'on n'est plus sûr de ce qu'est le bien ou le mal. C'est ce à quoi on se raccroche lorsqu'on se sent coulé. Et je crois que ça doit être à tout moment dans la conscience des gens. Et sans l'intégrité, les capacités intellectuelles ne valent rien. Ce que Épictète disait dans son manuel pour les soldats romains en 50 de l'an de Dieu, il vaut mieux mourir de faim sans culpabilité ni peur que de vivre dans l'affluence en étant perturbé.
Ce qui veut dire que vous devez être scrupuleusement honnête dans tout ce que vous faites, lorsque vous transigez avec vos supérieurs et avec vos subordonnés, que vous soyez en poste ou non. Et c'est ce qui inspirera, c'est ce qui servira d'inspiration à vos soldats. Lorsqu'ils ont confiance en votre parole, ceci suscitera leur confiance à eux. Ils sauront qu'ils peuvent vous communiquer les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'est ce qui incitera les gens à vous parler franchement et honnêtement. Vous avez aussi le devoir de transmettre ces mauvaises nouvelles à vos supérieurs. Il n'y a pas de substitut à l'honnêteté. Ce que nous faisons est trop important pour que l'on puisse s'en passer. L'intégrité, ça veut dire qu'on a le courage d'assumer la pleine responsabilité de ces gestes et des gestes de vos subordonnés. Il ne faut pas renvoyer la balle, blâmer autrui, trouver des boucs émissaires. Si quelqu'un a fait une erreur, il faut l'avouer et aller de l'avant, ce qui donnera un bon exemple à vos hommes et vous méritera le respect de vos subordonnés et de vos supérieurs. Rien ne détruit autant le leadership et l'efficacité des unités qu'un leader qui n'assume pas la responsabilité de ses gestes. Et en général, ce sont des gens qui ont de l'ambition professionnelle indue. Et cette ambition peut se répandre comme une traînée de poudre. Et cette attitude égoïste doit être évitée et doit être remplacée par de l'intégrité. Et je crois que les hommes aussi, les hommes et femmes des forces armées, s'attendent à ce que leur leader soit bien formé et dispose de connaissances suffisantes. Vous devez avoir la connaissance et l'information nécessaires de façon à évaluer et à résoudre les problèmes auxquels vous et vos membres devront faire face. Et peu importe la gravité du problème, et si vous n'avez pas les connaissances et l'information suffisantes, eh bien, allez la trouver en demandant de l'aide, des conseils, en faisant de la recherche, jusqu'à ce que vous soyez certain d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour trouver la solution et ensuite concrétiser cette solution. Et je crois que les militaires veulent un chef qui se préoccupe du bien-être de ses soldats et qu'ils veulent aussi quelqu'un qui les traite avec justice et équité, qui les aime et qui les respecte et que leur bien-être, vous le placiez au-dessus du vôtre. Et un dernier facteur très important est qu'une fois que vous êtes accepté comme chef, votre personnel non seulement vous suivra, mais émulera vos qualités et votre comportement. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle un leader, en tout temps et à tout moment, doit agir en conformité des normes les plus élevées. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique. Et je vais utiliser l'expérience de vie d'un prisonnier de guerre pour illustrer mon propos. Et les historiens, les Durand, ont dit que la culture est un vernis très mince. Et lorsqu'on enlève ce vernis et tous les vestiges de la civilisation, et lorsque les hommes sont amenés à vivre comme des animaux, comme le sont souvent les prisonniers de guerre, c'est la loi de la jungle qui trop souvent reprend le dessus. Lorsque je suis arrivée au Japon, courtoisie de la marine japonaise, on m'a envoyé dans un camp de questionnement dans une ville appelée Ofuna, une banlieue de Yokohama. C'était un camp particulier où nous étions en solitaire dans des petites cellules. Nous n'avions pas le droit de parler, on nous battait tous les jours. Nous n'étions pas considérés comme des prisonniers de guerre. Nous pouvions être tués à tout moment. On m'a fait déménager de ce camp au bout de 6 mois lorsque on a amené au camp des Américains
et on m'a envoyé dans un camp de travail dans la région de Yokohama. Le premier camp était situé dans le stade de baseball du centre de Yokohama, un stade qui avait été bâti par la Standard Oil. Nous étions logés en dessous des gradins. Et je suis arrivée là le même jour que des prisonniers de Hong Kong. Il y avait 5 officiers de ce groupe de 300 prisonniers de guerre. Et à Hong Kong, les Japonais avaient violé et tué à la baïonnette des infirmières, des femmes, des enfants. Ils avaient tué les médecins, les patients. Ils avaient blessé à la baïonnette, tué et décapité des prisonniers de guerre pour s'amuser. Ils les avaient humiliés, dégradés de toutes les façons possibles. Il n'y avait pas de médicaments, de traitement pour les blessés. Les conditions de vie étaient épouvantables et nous n'avions pas assez de quoi manger. Et 2 mois plus tard, 75 prisonniers de guerre des Philippines se sont joints à nous. Et c'était les survivants de la marche de la mort de Bataan. Donc, nous étions 16 950 prisonniers de guerre. Et tous ces prisonniers, ceux de Hong Kong et des Philippines, ont dû endurer les navires de l'enfer où des milliers sont morts entre Hong Kong et Manille et le Japon. Un seul navire, le Harrison Maru, sur un de ces bateaux, donc le Harrison Maru, de 1800 prisonniers de guerre, 8 seulement ont survécu. Et l'Oryoku Maru, quant à lui, avait 1619 prisonniers au départ, 200 survécus. Donc, le quartier général japonais à Tokyo avait envoyé des directives à Hong Kong et aux Philippines dans les camps, leur disant d'envoyer seulement les prisonniers les plus forts et en meilleure santé. Donc, j'étais le prisonnier de guerre le plus ancien dans ce camp de travail et je devais m'occuper de 375 POW, les prisonniers de guerre très hostiles et très brutaux. Je me suis sentie comme Daniel dans la fosse aux lions. J'étais donc le prisonnier de guerre le plus ancien, mais ça c'était un titre seulement parce que je n'avais aucun moyen de faire de la discipline, je n'avais aucun moyen de mettre en application les décisions que je prenais. La nature de la discipline militaire prend 2 formes, la discipline imposée, la discipline qu'un individu estime nécessaire, c'est-à-dire l'autodiscipline. Sir Archibald Wavell, dans son livre Soldiers and Soldiering, dit: c'est la discipline qui fait en sorte qu'une personne fasse quelque chose qu'elle n'aurait pas fait autrement, mais qu'il fait parce que c'est la meilleure chose à faire. C'est ce qui suscite et maintient la fierté en soi, la fierté en son unité, en sa profession. Et la discipline n'est pas le fruit de la peur et des punitions. Dans notre cas, dans le cas que je vous décris, les punitions ne s'appliquaient pas. Nous avions besoin de toute notre force et de notre courage pour survivre d'un jour à l'autre. Donc, si nous avions imposé des punitions, eh bien, ça aurait été l'équivalent d'une sentence de mort. Donc, la seule autorité dont nous disposions était l'autorité que les gens voulaient bien nous prêter. Donc, en tant qu'officier, nous avions identifié par les Japonais, nous étions soumis à des traitements particuliers. On essayait de nous dégrader devant nos hommes de façon à mettre un frein à tout contrôle ou à toute discipline que nous essayerions d'imposer. Et les soldats pensaient que tous les officiers étaient une source de méfiance et ils nous percevaient comme étant incompétents. Et ils avaient l'impression que les officiers disposaient des meilleures conditions, les meilleures provisions, etc. Et que les simples soldats ne recevaient que ce qui restait. Et ceci était vrai, surtout lorsqu'il s'agissait de l'alimentation. Étant donné que les prisonniers de guerre avaient une alimentation très réduite, c'était très important. Et la quantité de nourriture que l'on pouvait obtenir tous les jours déterminait que l'on vive ou que l'on meure.
Et lorsque les officiers prenaient plus que leur juste part, c'est sûr que cela diminuait les rations réservées aux autres prisonniers. La première nuit que nous avons passée au camp de Yokohama, les 5 officiers d'Hong Kong et moi-même avons décidé que nous devions partager les mêmes privations, les mêmes mauvais traitements, le même travail que les autres prisonniers. Et ce qui voulait dire de toute évidence que nous devions démontrer notre intention en faisant davantage que les autres. Donc, nous avons établi un système grâce auquel, lorsque la nourriture était distribuée, nous en redonnions une part aux autres de façon très évidente. Et les officiers étaient toujours les derniers à prendre leur part. Les gens essayaient de nous démentir, mais nous leur avons montré que nous avions vraiment de bonnes intentions. Et très vite, les hommes ont compris que nous avions établi ce système. Les cigarettes étaient en fait une monnaie de change entre les prisonniers de guerre. Et les gens avaient l'impression que lorsqu'ils pouvaient fumer une cigarette, vous pouviez oublier la réalité, l'atroce réalité, et apaiser votre faim. Les hommes qui étaient presque affamés, qui connaissaient la faim 24 heures par jour, et qui savaient qu'ils devaient profiter de chaque morceau de nourriture, échangeaient quand même leur nourriture contre des cigarettes. Donc, nous, les officiers, nous avons abandonné la cigarette de façon à ce que nous puissions offrir nos rations de cigarettes aux médecins qui les remettaient aux hommes qui en avaient absolument besoin sans réduire leur nourriture. D'autre part, chaque fois qu'un garde japonais battait un prisonnier, l'officier le plus proche intervenait. Et c'est l'officier qui se faisait battre. Et parfois, le soldat japonais était tout à fait étonné lorsqu'il se rendait compte qu'il battait la mauvaise personne. Et parfois, il se mettait en colère et se vengeait sur les officiers. Au sujet des vêtements, les vêtements étaient un problème parce que nous n'avions sur nous que les vêtements que nous portions lorsque nous avions été capturés. Donc, et nous avions peu de vêtements de rechange. Nous portions de véritables haillons. Et les vêtements qui nous étaient alloués étaient transmis aux hommes. Nous nous sommes seulement assurés que les officiers avaient une chemise, une cravate, une tunique, un veston et des pantalons et un chapeau pour les paradevants des Japonais. Et nous avions 1 pouce carré de savon par semaine pour notre lessive et pour nos soins personnels. Il n'y avait pas d'eau chaude et même l'eau froide était rationnée. Et parfois, on nous allouait un bain tiède 1 fois par mois. Et les rasoirs, les ciseaux, les aiguilles, le fil, et les seuls dont nous disposions étaient ceux que les hommes avaient apportés au camp. Et donc, c'était impossible de maintenir un niveau d'hygiène normal. Et il ne faut pas oublier que nous travaillions à l'extérieur 12 heures par jour. Donc, conséquemment, les gens étaient malades, ils avaient faim, ils avaient froid, ils étaient sales, ils avaient des poux, des puces. Mais nous n'avions pas ni le temps ni l'énergie de régler le problème. Mais malgré tout cela, grâce à l'ingéniosité, l'improvisation, nous avons essayé de nous occuper de nous-mêmes le mieux possible. Lorsque nous paradions, c'était peut-être en haillons, mais nous essayons d'être le plus propre et avoir une allure la plus fière possible.